Ok, merci Sana. Bonjour à toutes et tous. Donc, bienvenue à notre webinaire sur l'IA durable et de confiance concept qu'on mettra en regard de la réglementation, en tout cas du projet de réglementation de la Commission européenne, l'AI Act, mais également vis-à-vis des travaux qu'ont pu mener Malakoff Humanis sur ce sujet-là depuis maintenant plus de 2 ans. Donc, on va commencer rapidement par un tour de table des participants. Donc, Isaac, Flavien, je vous laisse rapidement vous présenter. Bonjour à tous, alors, je suis Isaac Loup, je suis en charge des sujets de gouvernance qualité de données chez Malakoff Humanis et plus particulièrement de ce sujet de l'IA responsable, l'IA éthique. On va vous en parler plus en détail dans ce webinaire. Moi, Flavien Duré, donc je travaille dans l'équipe d'Isaac et plus particulièrement en charge des sujets de dispositifs qualité de données autour de réglementation Solva 2 et aussi également un focus avec Isaac sur la partie éthique des algorithmes. Merci à tous les deux. Et du coup, Valentin Defour, donc, je serai l'animateur pour aujourd'hui. Et moi, je suis consultant au sein du cabinet Rhapsody Conseil, dans l'équipe data, avec une spécialisation sur les sujets à la fois d'analytics, donc d'IA, de data science, mais également de data privacy. Alors, bon, initialement GDPR principalement, mais voilà, on se rend compte que ce spectre va de plus en plus évoluer. Le programme pour notre webinaire d'aujourd'hui, donc très rapidement une présentation de Rhapsody Conseil, qui on est, quel sujet on adresse. Une remise à niveau, alors je me doute qu'il n'est pas forcément nécessaire, mais c'est juste pour partager le même vocabulaire tout au long de la présentation sur l'intelligence artificielle. Et une opposition entre le potentiel de ces techniques et de ces technologies-là et les potentielles dérives et incidents qui ont été constatés. Ensuite, gros focus sur l'AI Act, donc son contenu, les initiatives qui ont pu mener à la publication de cette réglementation et voilà, plusieurs infos sur l'acte. Ensuite, on aura une vidéo qu'on a préparée avec Malakoff Humanis, donc qui vous présente en détail les différentes, la démarche et puis les différentes initiatives qu'ils ont pu mener sur le sujet de l'IA éthique au global. S'en suivra une séance de questions-réponses si vous avez des questions particulières sur la démarche de Malakoff, des expériences également à partager sur des démarches identiques que vous auriez menées dans vos entreprises respectives. Et enfin, on conclura en dressant 5 dimensions qu'on imagine bien couvrir ces sujets d'IA durable et de confiance. Par rapport aux questions, si vous en avez, alors moi en tant que présentateur, c'est vrai que je n'aurai pas accès au chat, mais vous pouvez les poser directement dans le chat et Jean-Baptiste me coupera à certains moments pour les poser. Alors, qui sommes-nous? Donc, Rhapsody Conseil. Rhapsody Conseil, on est un cabinet indépendant de conseil en management de un peu plus de 100 personnes, 110 collaborateurs pour être précis. Donc, on intervient sur 4 domaines d'expertise: architecture data, agilité, projet, produit, et 2 pôles un peu plus typés banque et digital, que sont sourcing et performance économique et expertise paiement. Au sein de notre expertise data, nous avons 5 dimensions sur lesquelles on axe nos interventions. Donc une première sur la stratégie et la valeur des données, une sur la culture data et le fait de dispenser des formations data, une sur la maîtrise et la gouvernance des données, et enfin, les 2 qui nous intéressent particulièrement aujourd'hui, puisque ce webinaire porte sur un crossover, on va dire, entre ces deux dimensions. Donc la partie BI Analytics, data science, intelligence artificielle, data visualisation, et également la partie data privacy. Intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle, globalement, ça s'inclut, donc c'est une discipline de l'informatique au sens large, et contrairement au développement logiciel classique qu'on peut connaître, là les règles des programmes, elles sont pas, on va dire, hard-codées par des développeurs.
Donc on a donné la capacité au système d'apprendre d'expérience, en l'occurrence de données, pour produire eux-mêmes des résultats, des prédictions, des classifications. Voilà. Forcément, plus on a d'expérience, plus on est performant. Et donc, les entreprises avec des volumétries et des patrimoines de données importants sont ainsi favorisées dans le cadre de ces usages. Le data scientist, du coup, va détenir tout un ensemble de compétences, machine learning, éventuellement deep learning, mais également de communication. C'est vrai que ça va être un développeur qui va être en relation forte avec le métier, qui va nécessiter d'avoir des connaissances business importantes. Donc à ne pas négliger. Et là où on aimerait aujourd'hui rajouter une dimension, c'est cette partie IA de confiance, data privacy. On estime que c'est aujourd'hui un socle de connaissances, un socle de compétences qui est nécessaire à tout bon data scientist, le fait de pouvoir se poser les bonnes questions sur la licéité des usages, les bonnes pratiques, etc. Donc l'intelligence artificielle, c'est probablement pas à vous que je vais l'apprendre, mais ça a une valeur certaine. Des usages aujourd'hui qui sont reconnus, qui sont parfaitement employés dans l'industrie. On peut par exemple citer l'assistance au diagnostic médical, par exemple dans le cas de détection de tumeurs. On peut également citer l'usage de l'intelligence artificielle pour la détection de fraude, par exemple la détection de fraude à la carte bleue. Et c'est tout un ensemble de techniques et de technologies qui vont tirer la croissance de plusieurs domaines d'activité. Quand je dis croissance, aujourd'hui, c'est compliqué de trouver des diagnostics d'analystes. On pense à Gartner, on pense à d'autres cabinets d'analyse, mais compliqué de trouver des prévisions vis-à-vis de l'intelligence artificielle qui ne présentent pas de la croissance. Voilà, c'est vraiment une technologie qui explose aujourd'hui. Et pourtant, malgré les promesses et malgré les usages à valeur aujourd'hui, on a pu constater des dérives, des incidents. On a pu constater par exemple l'apparition d'IA biaisée. Parce qu'on a tous entendu parler du logiciel de recrutement, en tout cas du système de recrutement d'Amazon, entraîné sur des données historiques de CV, qui est devenu du coup sexiste et qui avait pour effet de refouler les CV d'applicants féminins. On peut aussi également se poser la question aujourd'hui, dans le cadre de la crise climatique énergétique qu'on traverse, de la pertinence de certains usages. On pense à des modèles très gourmands et surmédiatisés comme GPT-3 ou Midjourney de texte-to-image, qui aujourd'hui consomment énormément à l'entraînement et de fait de leur exposition aux plusieurs centaines de millions d'utilisateurs, consomment également énormément pour les prédictions. Alors, c'est certes très marrant d'écrire « je veux voir une photo de chat qui danse la Macarena », mais bon, on peut se poser la question de la réelle pertinence de ce genre d'usage. On a également des cas de dérive. Je pense qu'on a tous eu vent du bot de Microsoft qui avait été déployé sur Twitter. Bot duquel les différents trolls de Twitter s'étaient emparés et avaient réussi à le faire shifter raciste, nazi, homophobe en moins de 24 heures. Et enfin, on peut également constater des utilisations à but clairement négatif des technologies d'intelligence artificielle, par exemple les réseaux génératifs, dans le cadre de la mise en place de deepfakes. Dans le contexte géopolitique qu'on connaît aujourd'hui avec la guerre en Ukraine, on peut imaginer les dégâts que pourrait avoir une fausse vidéo d'un Vladimir Poutine, comme ça a déjà pu être le cas il y a quelques mois. Toutes ces dérives, tous ces incidents plus ou moins médiatisés ont pour effet de jeter un voile de méfiance en fait, sur ces techniques et technologies d'IA, d'autant plus que la technologie reste assez floue pour les non-initiés, mais également pour certains initiés avec le phénomène de boîte noire.
On a également peu de réglementations, en tout cas qui encadrent ces pratiques-là aujourd'hui. Et cet amoncellement, on va dire, de critiques et de visions négatives pourrait entraîner l'intelligence artificielle vers un troisième, alors ce qu'on appelle AI Winter, donc hiver de l'intelligence artificielle. Et c'est pas un concept qui est nouveau, puisqu'on a déjà eu deux AI Winter, le premier dans les années 70 et le second plutôt vers 1990. Alors, initialement, ces AI Winter, c'était plus on va dire de la décroissance de l'intérêt pour les technologies, puisqu'on n'avait pas en face de la théorie, des mathématiques, la technique qui suivait, c'est-à-dire la technique informatique, donc capacité de calcul, capacité de stockage. Aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut, et du coup, peut-être que cet AI Winter, éventuel troisième AI Winter, pourrait plutôt lui être provoqué par une chute de la confiance qui résulterait en des baisses des investissements, désintéressement de la technologie. Est-ce que à ce stade, vous avez des questions? Il n'y a pas de questions dans le chat en tout cas, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les exprimer. Ok, bon, ben, j'avance. Du coup, on vient de dire que l'intelligence artificielle était peu ou pas régulée. On a quand même le GDPR qui, comme tout traitement de données personnelles, assure un cadre et tout un ensemble de règles à mettre en place. Toutefois, on n'a pas une régulation spécifique sur le sujet de l'intelligence artificielle. Et donc, c'est la réponse de la Commission européenne que de mettre en place un AI Act à l'échelle européenne. Donc cet AI Act, il ne sort pas de nulle part. On a eu tout un ensemble de publications, de réflexions qui ont déjà été mises en place à la maille européenne. Donc on peut par exemple citer évidemment le livre blanc de cette même Commission européenne, un peu la genèse de l'AI Act. Mais on a également en France la loi bioéthique IA, qui date d'un peu plus d'1 an maintenant et qui stipule que tout diagnostic assisté par technologie d'IA doit être spécifié comme tel auprès du patient avec une nécessité de transparence. On a également un rapport super intéressant d'un groupe de travail européen sur l'IA de confiance qui adressait déjà des sujets de biais, d'explicabilité, de transparence des modèles. L'ACPR qui a mis à disposition également un livre blanc super bien construit sur la gouvernance au sens large des algorithmes, mais avec des focus sur les nécessités d'explicabilité et d'éradication des biais. Le laboratoire INRIA qui lui mène un projet pilote qui s'appelle Regalia, qui met à disposition tout on va dire un ensemble logiciel qui permet de faire un assessment de ses propres pratiques d'IA et de ses propres modèles. Et enfin, les différents projets de réglementation de la Commission européenne. On peut citer le Digital Services Act qui régule les pratiques des réseaux sociaux sur, par exemple, la propagation de fake news, le Data Governance Act et aujourd'hui l'AI Act. Alors cet AI Act, il a plusieurs objectifs. On va chercher à harmoniser les pratiques d'IA à travers l'Europe. Donc aujourd'hui, pourquoi harmoniser? Ça permet d'avoir une concurrence un peu plus loyale entre les différents intervenants, en tout cas les différents providers de services contenant de l'IA en Europe. On va également essayer par le biais de ce règlement, de protéger les intérêts des usagers, de protéger leur santé, de protéger leur sécurité. Et on va également mettre en place une gouvernance plus forte sur les pratiques d'IA dans l'Europe. Quand on dit dans l'Europe, donc le périmètre d'application, on peut faire le parallèle avec GDPR, donc sont concernés tous les fournisseurs de services qui utilisent ou proposent des systèmes d'IA pour rendre service à des citoyens de l'Union européenne. Hop. Globalement, cet acte,
comment il se compose, comment il est construit. Donc, on a tout d'abord des algorithmes et des systèmes d'IA. On va retrouver des systèmes de recommandation, des modèles de computer vision, de segmentation d'images, des chatbots, qui, eux, vont servir des finalités. Je veux personnaliser l'expérience de mon client. Je veux automatiser la détection de fraude à la carte bancaire. Je veux diminuer la part de clients qui vont potentiellement churner dans les 12 prochains mois. Ces finalités-là, ces finalités-là vont déterminer des niveaux de risque. Donc, on verra plus en détail juste après, qui sont quantifiés d'inacceptables à faibles. Et ces niveaux de risque vont tirer tout un ensemble d'exigences de la documentation, mise en place d'une gouvernance, de la transparence. Donc, c'est comme ça qu'on peut résumer très rapidement l'AI Act. Pour entrer un peu plus dans le détail, vis-à-vis des 4 niveaux de risque. Donc, est défini tout en haut de la pile un niveau de risque dit inacceptable, donc qui concerne les systèmes d'IA qui sont avec des finalités, on va dire, contraires aux valeurs de l'Union européenne. Dans ces systèmes-là, on va retrouver par exemple le système de crédit social qu'on peut retrouver ailleurs dans d'autres nations. On va retrouver également l'identification biométrique en temps réel. On peut imaginer tout un système de caméras et de relever des informations biométriques dans l'espace public, permanent et en temps réel. Voilà, ce genre d'usage est classifié comme inacceptable. Et on verra ensuite les conséquences d'un usage de la sorte. Pour les systèmes à haut risque, c'est finalement ceux qui sont le plus décrits, puisque portant une liste d'exigences assez longue et assez détaillée dans l'acte. Donc, dans ces systèmes à haut risque, on va retrouver l'identification biométrique. Alors, on va à faire la différence vis-à-vis du précédent, c'est que l'on n'est pas forcément sur du temps réel. On va retrouver tous les traitements d'IA relatifs au domaine de l'application de la justice ou de l'éducation. On va également trouver tout ce qui est relatif à la gestion des migrations humaines. Et dans un monde en tension climatique fort, avec des migrations potentielles liées à ça, on peut imaginer que ça reste un sujet d'actualité. Et enfin, le niveau risque limité. Donc là, on va être sur des chatbots, on va être sur éventuellement ce que vous allez retrouver sur votre téléphone, la suggestion d'émoticônes en fonction de ce que vous tapez dans la barre de texte. Donc on est sur des risques certes limités, mais on aura quand même un ensemble d'exigences qui s'appliquera à ces traitements. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une dernière catégorie qui est risque faible, mais qui n'est pas définie en tant que telle dans l'AI Act aujourd'hui. Et c'est plutôt par défaut, si non-appartenance aux 3 premiers niveaux de risque, alors appartenance à ce 4e niveau dit risque faible. On va retrouver par exemple les filtres de spam. On imagine mal un filtre de spam avoir des conséquences, des externalités négatives fortes sur la vie des usagers européens, ou par exemple les recommandations de musique. Donc, comme je le disais, alors, est-ce que vous avez des questions à ce stade? Jean-Baptiste, je ne sais pas si tu as vu passer des questions dans le chat. Pas de questions. Non, pas de questions. Ok, toujours pas de questions. Donc, comme on l'expliquait tout à l'heure, on va pouvoir mapper ces différents niveaux de risque sur des exigences. Donc, le premier niveau de risque inacceptable, sans trop de surprise, il est purement et bonnement interdit par l'AI Act. Risque faible, sans surprise également, pas de restriction à ce jour, à voir si on a quand même des obligations de documentation des différents usages d'IA qui tombent dans cette catégorie, en ne tombant pas dans les autres. Les usages à risque limité, on a aujourd'hui seulement une obligation de transparence. Alors l'obligation de transparence, c'est jamais 100% clair jusqu'où on doit aller. Est-ce qu'on doit seulement prévenir l'usager qu'on va utiliser 4 ou 5 modèles, dont un de churn et un de recommandation produit? Est-ce qu'on doit aller plus loin dans les données qu'on va utiliser en
documentant plutôt auprès de l'utilisateur les données qui vont être utilisées dans le cadre de la mise en place de ces modèles. Voilà, ça reste encore à préciser, à définir dans l'acte. Et enfin, finalement, le plus intéressant quand on considère les exigences, puisqu'elles sont multiples, les systèmes à haut risque. Les systèmes à haut risque, on va retrouver dans les exigences à mettre en place, par exemple, la tenue d'un registre d'activité. Donc aujourd'hui, dans le GDPR, si je dois faire le parallèle, on a notre registre des traitements qui liste les traitements de données personnelles et qui est à tendre à l'autorité de contrôle éventuellement en cas de contrôle. Sur ces systèmes à haut risque-là, on aura de fait des registres d'activité. Donc un registre d'activité, c'est quoi? C'est ni plus ni moins qu'un logging en fait, des différentes prédictions réalisées par le modèle, pour être capable d'expliquer des prédictions individuelles à un client donné, pourquoi telle décision a été prise, selon quel impact des variables. Voilà, donc avec une nécessité d'explicabilité des décisions algorithmiques. On retrouve également le sujet du contrôle humain, donc la nécessité d'avoir ce qu'on appelle le concept du human in the loop, donc la supervision humaine, que ce soit la supervision des performances, mais également la supervision des prédictions de l'algorithme. Et maintenir cette supervision dans le temps. C'est pas parce qu'un algorithme est déployé en production qu'on doit l'y abandonner. On a également des exigences relatives à la sécurité des modèles. Aujourd'hui, les modèles d'intelligence artificielle, c'est des programmes informatiques comme d'autres. Ils peuvent être attaqués par des pirates, par exemple, en modifiant à grande échelle les données de prédiction. On peut aller également modifier certains paramètres du modèle pour shifter les prédictions qu'il va être capable de faire. Ce genre de choses. Hop. Concernant l'application du cadre réglementaire, donc on a bien compris, c'est aujourd'hui la Commission européenne qui est responsable de la rédaction du cadre global de l'AI Act. Si on mappe ça sur le fonctionnement de GDPR actuel, cette commission pourrait déléguer le contrôle et devrait, on imagine mal la commission aller faire des enquêtes, on va dire, et des contrôles dans les différents pays européens, donc devrait déléguer la partie de contrôle et d'application du barème répressif aux commissions nationales, la CNIL pour nous. Il faut savoir que les commissions nationales se sont très rapidement rendu très rapidement un avis favorable sur le fait que c'était leur rôle d'aller appliquer cette AI Act au sein des différents pays. Au même titre que le RGPD, l'AI Act est un cadre. Donc ça fournit tout un ensemble d'exigences minimales à respecter. La CNIL, en l'occurrence en France, pourrait décider d'aller plus loin que ce cadre qui a été fourni par la Commission. Et du coup, ces commissions nationales procéderont à des contrôles et pourront du coup donner des amendes allant jusqu'à 30 millions d'euros ou 6% du chiffre d'affaires annuel global groupe. On est sur un calcul similaire à GDPR, les montants changent un petit peu. Globalement, le barème, ça va être, si je mets en place un usage qui est interdit, donc un usage à risque inacceptable, on tombe directement dans cette application maximale, on va dire, de la peine. Pour les plus petites peines, par exemple 10 millions ou 2% du chiffre d'affaires, ça peut être de la fourniture à des autorités de contrôle d'informations fausses ou erronées sur la documentation des modèles. Toujours en faisant un parallèle avec GDPR, on peut imaginer 3 typologies de contrôle par les commissions nationales: contrôle sur pièce, sur site ou en ligne. Contrôle sur pièce, donc je vais devoir fournir tout un ensemble de documentation à la commission nationale. Dans ces documentations, il peut y avoir par exemple le registre des systèmes en production qu'on a évoqué juste avant, donc de logging des décisions algorithmiques. Sur un contrôle sur site, on peut complètement imaginer que le contrôleur juridique vienne accompagné de data scientist contrôleur et aille se brancher sur des modèles en production avec des modules d'explicabilité, par exemple, pour vérifier l'impact de variables supposées être protégées. On parle de biais algorithmiques, et donc
variable supposée être protégée, ça peut être le genre ou l'ethnicité des usagers. Et enfin, le contrôle en ligne, alors qu'il s'est beaucoup appliqué avec GDPR et les cookies, ça pourrait être, par exemple, sur les mentions d'information, on a une nécessité de transparence, aller vérifier que les mentions d'information comportent bien de la documentation détaillée sur les usages d'IA de l'entreprise. En termes de temporalité, donc on en a parlé tout à l'heure, le livre blanc de la Commission européenne sur l'IA a été mis en ligne début 2020, suivi un an plus tard du draft de l'AI Act. Toujours pareil, si on fait le parallèle avec GDPR, on peut estimer une publication officielle, au journal officiel, on va dire, de l'acte d'ici 2024, au plus tard, je dirais. Et derrière, une date estimée de mise en application, 1 an, 2 ans plus tard, qui nous porterait à 2026. Donc, c'est pas tout de suite. Je vois des questions dans le chat. Je ne sais pas si c'est des questions ou des commentaires. Non. Ok. Ah si, bah, il y a une question qui vient d'arriver là. Il y a Stéphane Denis donc, qui te demande en quel cas pour un traitement qui serait effectué hors Union. Bah, après, peut-être Stéphane, si tu veux poser ta question, n'hésite pas, hein, si vous voulez poser votre question. Après, je peux te la lire. Quel cas pour un traitement qui serait effectué hors Union européenne si on sort les datas d'Europe pour les traiter hors Europe? Et l'IA, ouais, vas-y, peut-être tu as déjà, il y en a une deuxième après. Mais le GDPR disparaît pas avec l'AI Act. C'est-à-dire que si vous sortez vos données d'Europe, que ce soit pour faire de l'intelligence artificielle ou de l'analyse de navigation, comme ça peut être le cas avec Google Analytics, vous êtes toujours soumis à GDPR. Donc, à la mise en place de mesures de sécurité, de sécurisation de ce transfert de données et d'encadrement fort si ces données sortent de l'Europe. Pour un système d'IA, ce sera exactement la même chose. Il y avait une deuxième partie pour la question. Il y avait une deuxième question, c'était un peu la suite. Donc, l'AI Act permet de verrouiller également cette pratique. Et donc, la CNIL aurait-elle une légitimité de contrôle sur ces sujets? Alors, c'est une bonne question. Alors, je ne connais pas les profils des différents contrôleurs techniques, parce qu'il y a deux types de contrôleurs à la CNIL. Il y a les contrôleurs, on va dire, qui sont plutôt attachés au texte, plutôt profil juriste, et les contrôleurs techniques type DBA, data analyst. Et la question, c'est est-ce qu'ils ont aujourd'hui des data scientists? Est-ce qu'ils ont des personnes capables d'aller mettre les mains dans les modèles, d'aller analyser l'importance des variables explicatives des décisions algorithmiques, que ce soit à la maille modèle ou à la maille prédiction individuelle? Ça, c'est une très bonne question. Et alors, c'est vrai que j'aurais pu aller regarder dans les offres d'emploi de la CNIL. Est-ce qu'ils sont en train de se doter aujourd'hui de data scientists? Je ne le sais pas. Peut-être qu'ils font appel à des cabinets de conseil aussi, ou à minima des prestataires pour réaliser ce genre de contrôle. C'est encore fou. Est-ce qu'on a d'autres questions? Non. Ok. Encore une minute, Valentin? Ouais. Donc pour clôturer sur l'AI Act, on peut pousser aujourd'hui quatre étapes pour anticiper la mise en conformité. Donc c'est certes un sujet lointain, mais je pense qu'il est nécessaire de mettre en place une veille active sur les sujets d'IA de confiance, éthique. C'est un sujet qui boom beaucoup aujourd'hui, il n'y a pas de secret. On se balade sur Internet, sur LinkedIn, sur Medium, on voit énormément de sujets relatifs à l'IA de confiance. C'est un sujet qui est intéressant. Montrer qu'on s'intéresse à ce sujet-là peut donner la confiance également aux usagers. Je pense que ça reste un message très positif. Dans, on va dire, la même dynamique, je pense qu'il est nécessaire de sensibiliser les différents publics de vos organisations à ces sujets-là, que ce soit les publics techniques, mais également les publics décideurs, puisque de toute façon, on va y aller dans les YAYAC, donc autant anticiper ça également. On a en France des organismes qui proposent des labels. On a deux très bons labels que je peux citer. Le premier du laboratoire de métrologie qui va certifier le processus de mise en place d'une IA avec un gros focus sur la mesure de la performance des IA. Puis on a également Labelia, anciennement Substrat Foundation, qui vient de monter un label qui porte sur son cadre d'évaluation. Voilà, et qui encourage les organisations à venir se labelliser.
Et enfin, une bonne pratique qui est probablement à mettre en place dès aujourd'hui, c'est se poser la question, auditer ses propres algorithmes, auditer ses méthodologies de mise en place de systèmes d'IA. Et ça fait parfaitement le lien avec notre partie qui suit. Donc ça, c'est quelque chose qu'a déjà commencé à faire Malakoff Humanis depuis maintenant plus de 2 ans. Et donc, je vous laisse découvrir les travaux qu'ils ont pu mettre en place. Flavien Duret, moi je travaille au sein de la direction data dans le département data governance et je suis en charge plus spécifiquement des sujets d'éthique des algorithmes. Je m'appelle Isaac Louk, je suis en charge des sujets de gouvernance et qualité de données chez Malakoff Humanis. Malakoff Humanis, c'est un groupe de protection sociale qui gère de la retraite et de l'assurance santé, prévoyance et épargne. On a environ 10 millions de clients, donc on est un acteur majeur de ces sujets-là. On a depuis quelques années mis en œuvre une organisation dédiée au sujet data et digital. Moi-même, je fais partie du groupe data. Donc sur la partie data, on a une organisation autour de sujets de data science, tout ce qui est modèle prédictif, autour de sujets d'IA, intelligence artificielle, qui vient en complément sur des sujets spécifiques d'IA avec des méthodes et des outils dédiés. On a aussi toute une équipe en charge de la partie écosystème data qui nous offre le socle technologique pour nous permettre de travailler. Et moi-même, je suis en charge de la partie gouvernance et qualité. Et donc, j'ai une casquette et projet sur des projets de gouvernance qualité de données autour de pilotage, de contrôle, de référentiel, et toute une partie de gouvernance qui vise à partager au mieux nos données, nos usages, et bien sûr les encadrer. Et dans ce cadre-là, nous, on travaille plus précisément sur tout ce qui va être pilotage autour de l'IA éthique, et donc un travail de fond avec l'ensemble des projets d'IA qu'on a dans le groupe pour effectivement déployer une méthodologie dédiée à la surveillance, à la confiance qu'on doit avoir dans nos algorithmes. Les cas d'usage qu'on aborde en data science et en IA, alors c'est des cas d'usage pour le monde de l'assurance qui sont assez classiques, autour des sujets de fraude, autour de sujets de tarification, retarification, qui sont des enjeux forts, aussi de dérives de sinistralité, est-ce qu'on va perdre plus ou moins d'argent dans les années à venir, dans les mois à venir, en fonction des risques que l'on traite. Et puis on a côté IA des travaux autour de chatbots, des projets qui nous permettent d'avoir des chatbots qui sont efficaces, d'avoir des voicebots aussi, qui nous permettent d'analyser les conversations et d'être en situation de réaction, quand effectivement on a besoin d'améliorer nos process d'échange avec nos clients. Et puis on va aussi avoir toute la partie qui est relative à de l'image, traitement de l'image, reconnaissance d'informations au sein de documents, voire de fraude à l'intérieur de ces documents. Nos travaux sur l'IA éthique ont démarré fin 2018, début 2019. On a tout de suite senti qu'il était important pour nous de sécuriser tous ces développements qu'on était en train de lancer, puisqu'effectivement, on a considéré que la data et l'ensemble des algorithmes qu'on développait étaient stratégiques pour le groupe et on a envie de les ancrer dans le temps. Donc, on a voulu dès le début être en situation de confort, pour nos clients bien sûr, et aussi pour notre senior management. Donc en 2018, les premiers textes européens ont été publiés sur toute la partie IA de confiance. On s'en est emparé, on a analysé ces textes et puis de façon assez collaborative, on a décidé d'en tirer l'essence par rapport à notre maturité à l'époque et bien évidemment nos intentions en matière d'encadrement de cette IA. Donc on a tout de suite lancé tout un programme avec des data scientists, avec des chefs de projet data, avec la DSI, pour analyser tout ça et faire ressortir, au travers d'un questionnaire très ciblé, tout un ensemble finalement de préoccupations qu'on devait avoir autour de cette IA de confiance, IA éthique. Et puis on a commencé à creuser chacun des sujets et à faire des tests de ces questionnaires pour ensuite sortir du scoring, qui est effectivement un indicateur fort pour nous sur cette confiance qu'on peut avoir dans les algos. C'est des algos qui peuvent être plus ou moins complexes, qui peuvent engager plus ou moins le client. Et on a besoin, dès le début de nos travaux, d'identifier qu'est-ce qui peut être à risque,
chercher bien évidemment à contraindre nos projets, nos data scientists, notre DSI, pour qu'elles puissent être le plus en conformité possible au démarrage, ou se doter en tout cas d'actions dédiées par la suite pour garantir que les grands sujets de l'IA éthique vont être couverts. Et donc là, effectivement, on a démarré, puis d'année en année, on a fait un certain nombre d'itérations, on arrive à avoir une couverture de plus en plus vaste de nos algorithmes par cette méthode-là, et bien évidemment de confort, on espère grandissant, tant d'un point de vue technique autour de nos process, de ce que l'on développe en matière d'IA, mais aussi en termes humains, puisque derrière tout ça, il y a des hommes qui prennent des décisions et on a besoin de les emmener au bon endroit. Les travaux en fait, ont démarré dès début 2019. En fait, on s'est appuyé sur la grille d'évaluation des experts de la communauté européenne. On a engagé toute une série d'ateliers avec nos collaborateurs data. On s'est pour s'approprier la grille, l'adapter à notre contexte, sélectionner aussi les questions. Donc on a eu toute une série d'évaluations. On a commencé sur un périmètre restreint de 2 algorithmes, ce qui nous a permis d'éprouver la méthode. Et puis petit à petit, au fil du temps, on a élargi à la fois le scope des algos évalués. Ça nous a permis de remettre en question en fait la formulation des questions, puisque voilà, faut savoir qu'il y avait ainsi une série de questions, sous-questions, de l'ordre à peu près d'une centaine de questions. Aujourd'hui, on aboutit à peu près un peu moins de 60 questions, formulées dans des termes clairs, compréhensibles par les différents interviewés. Et donc ça, c'était une démarche progressive qui nous a permis de beaucoup nous améliorer. C'était une phase d'amélioration dès les premières évaluations. Et puis, donc on est passé de 2 algos à la mi-année 2019. On a passé le scope à peu près à 8 à 10 algos en 2020, 12 algos en 2021, et là, dernièrement, en 2022, 20 algos évalués à l'aide de cette grille. Un axe important, le premier principe structurant, c'est la supervision humaine en fait. On s'assure que dès le début de la phase de développement de l'algo jusqu'à sa mise en production, l'intervention humaine soit au cœur de l'algo. À la fois au cœur dans sa conception, on veille à ce que le métier et à la fois les data scientists travaillent ensemble sur la meilleure atteinte de l'objectif. Et puis tout au long de l'algo, on va faire en sorte qu'ils valident la démarche, qu'ils s'approprient, qu'ils comprennent un certain nombre de choses et puis qu'ils utilisent les résultats de l'algo dans leur process métier. Nous, aucun algo chez Malakoff Humanis n'est seul à s'exécuter vis-à-vis d'un client. Il y a toujours en fait un collaborateur Malakoff Humanis qui intervient et qui s'approprie les résultats. Ensuite, qui dit supervision humaine, il y a aussi un algo doit être performant. Donc on s'assure avec les data scientists que nos modèles soient très performants, que la meilleure méthodologie soit appliquée en fonction du contexte, de la sélection des données. Et on va aussi partager ces indicateurs de performance. Donc on veille à régulièrement, de manière hebdomadaire, très souvent, partager ces indicateurs de performance via un tableau de bord et l'expliquer au métier. Et voilà, il doit apprendre s'approprier les résultats, même si ça reste très technique. Il y a quelques indicateurs clés que le métier doit connaître. Et ces indicateurs sont expliqués à la fois par le data scientist et aussi le chef de projet qui est l'interface entre nos data scientists et les collaborateurs métiers. Et puis, j'en ai parlé un instant, la performance, elle se couple avec une transparence en fait, de tout ce qu'on fait. En fait. Donc la transparence va dans le détail du modèle. On va aborder des problématiques d'explicabilité du modèle. Souvent, des modèles peuvent être très compliqués à expliquer à quelqu'un de non averti. Donc on veille à ce que les data scientists fassent tout un travail de documentation du modèle, de mise en avant des variables explicative. Ça, c'est un gros sujet d'explicabilité. Quand on comprend comment il fait un modèle, on peut mieux l'utiliser. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la transparence. Cette transparence va jusqu'à aussi documenter beaucoup de choses. On exige auprès de nos experts data de documenter les étapes de préparation de données, documenter les modèles en eux-mêmes, à la fois les jeux d'essai, à la fois le modèle qui est retenu pour la production, et puis de documenter aussi leur code. Dans une optique souvent d'auditabilité interne. Alors, il y a des équipes data science, il y a des équipes data gouvernance, il y a des équipes écosystème data. Cette documentation vise aussi à partager ces éléments-là auprès des équipes data, et puis plus tard, servira aussi dans le cadre d'un audit externe, interne. Donc en fait, voilà, il y a un grand axe d'auditabilité qu'on retrouve d'ailleurs dans la grille de la communauté européenne. Un autre principe structurant est bien évidemment la réglementation, et on veille à la conformité de nos usages. Donc on a une gouvernance des algorithmes qui va faire en sorte de s'assurer que l'ensemble des données qui sont utilisées, demandées, exploitées, en fait, passent le spectre d'un comité de gouvernance qui va s'assurer de l'objectif des données, la façon dont elles vont être utilisées et le pourquoi de ces données-là. Donc on veille jusqu'à, si l'algorithme utilise des données personnelles, à bien évidemment des procédures
d'anonymisation, pseudonymisation, ou alors carrément exclusion, hein. On challenge les experts data en leur demandant des justifications sur l'usage des données, même de type personnel, et on peut être amené jusqu'à exclure un périmètre de données si on considère que c'est pas justifié. Donc toute cette partie-là de réglementation est importante. On a ce qu'on appelle même une fiche spécifique, hein, une fiche RDPO chez nous, et tous les usages de données passent par ce spectre-là et sont partagés lors de comités réguliers. Et puis enfin, les autres principes structurants sont aussi forcément, ça rejoint la supervision humaine, mais il y a la sensibilisation des acteurs. On veille régulièrement à sensibiliser à la fois toute la communauté data, lors d'ateliers, de partage, d'analyse des évaluations, pour qu'ils se remettent en cause sur ce qu'ils font aussi, hein. Il faut qu'ils se posent des questions. Et puis nous, ça nous permet aussi de nous améliorer. Et puis on a un sujet, un autre principe structurant, qui dit éthique des algos, dit aussi un grand axe des biais et des discriminations. Donc c'est un sujet auquel on veille et qu'on essaye d'encadrer de plus en plus. Déjà, côté data, on fait régulièrement, comme je l'ai dit, des ateliers de sensibilisation auprès de notre communauté d'experts, les experts data scientists, experts préparation de données, data analystes. Mais on veille aussi à ce que les métiers soient régulièrement au fait de ces questions éthiques. Donc on demande aux chefs de projet d'intégrer dans les instances de pilotage ces sujets de dimension éthique, à la fois de retour sur les évaluations. Et donc ça fait partie des sujets qui peuvent être plus régulièrement abordés lors de ces instances. Et puis on a outillé notre démarche de data governance dans son ensemble, et donc avec la l'aide d'un outil qui s'appelle Data Galaxy, qui va documenter nos données, nos systèmes d'information, nos traitements et nos algorithmes. Et donc dans cette documentation, on intègre une partie sur l'éthique des algorithmes, et on va partager à la fois les fiches liées aux données personnelles, les validations, et puis les évaluations et les scores d'évaluation qu'on partage à l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Alors effectivement, qui dit entreprise d'assurance, on pourrait penser, oui, effectivement, biais ou pas biais, est-ce qu'il y a discrimination? On entend souvent parler d'algorithmes qui discriminent très fortement sur des sujets de recrutement, etc. Mais on peut être impacté, et donc on sait, c'est un des axes majeurs de notre évaluation. On peut être impacté par des biais dans nos données. Alors nous, on a fait le choix de traiter les biais sur les données en entrée. On va s'assurer d'analyser nos données en entrée, vérifier qu'elles ne sont pas en différence très forte par rapport à des populations de référence. Et on va exiger en fait des analyses statistiques sur les biais en entrée. Et puis une fois qu'on les a identifiés, on va demander à avoir une mesure d'impact de ces biais sur les résultats de l'algorithme. Et c'est là qu'on va essayer de mesurer la discrimination. Donc c'est une démarche qui est enclenchée depuis quelques mois maintenant, qu'on essaye d'encadrer méthodologiquement à l'aide de standards qu'on va exiger auprès de chaque algorithme, pour s'assurer d'avoir un standard et puis un niveau de réponse minimum dans un premier temps. Et puis on va progresser régulièrement pour encadrer surtout vraiment techniquement parlant l'analyse des biais. En termes d'évolution en cours sur nos sujets d'éthique, on a commencé à travailler de façon très précise des analyses de risque, l'idée étant de bien discriminer en termes de risque les différents algos, et au-delà d'une approche classique de risque avec une analyse d'impact sur les aspects financiers, sur les aspects réglementaires ou images, on a ajouté un volet éthique orienté client et un volet éthique orienté collaborateur, en cherchant dans les deux cas de figure à détecter dans nos algos les éventuels impacts négatifs qui pouvaient arriver. Donc on va commencer bien évidemment à donner un peu de relief à l'ensemble des algos qu'on traite au travers de cette approche, et bien sûr calibrer nos travaux de revue de cette IA éthique en fonction du risque que l'on prend, et donc forcément être plus exigeant si on pense qu'on a un peu plus de risques dans ces domaines-là, et bien évidemment rester à un niveau raisonnable d'investissement en matière de pilotage quand effectivement ça le nécessite moins, l'idée étant bien sûr de répondre à des enjeux forts pour nos clients, nos collaborateurs, et les rassurer puisque c'est un sujet fort pour eux. On a aussi bien évidemment, comme beaucoup de groupes, en tête de rentrer dans des processus de labellisation, puisque nos évaluations font du sens aujourd'hui pour nous et nos équipes. On a aussi envie que l'ensemble de nos partenaires puissent être en confiance, et donc un tiers qui interviendra pour certifier ce que l'on fait nous paraît indispensable, et on est dans cette démarche-là qui nous permettra d'apporter une réponse forte tant dans la vision de processus que dans la vision maîtrise de nos algorithmes sur le fond
de ce qu'ils produisent et de comment ils vivent dans le temps. Donc, si vous le voulez bien, on va passer une petite phase de questions-réponses avec Isaac et Flavien sur les différents sujets qui ont été évoqués dans la vidéo. Donc, je vais couper mon partage. Je n'ai pas vu s'il y avait des questions dans le chat. Il n'y en a pas. Pour l'instant, il n'y en a pas. Ok. Du coup, moi, j'en avais peut-être une pour vous, Isaac et Flavien. Donc, on a cité l'augmentation de volumétrie des algorithmes qui étaient mis sous surveillance par vos process de supervision. Aujourd'hui, en 2022, où est-ce que vous en êtes? Où est-ce que vous allez, en gros? Aujourd'hui, en 2022, on a un peu plus d'une vingtaine d'algos qui passent dans finalement cette moulinette. Donc ça, c'est, je dirais, on retient les algos qui sont en production. Hein. Dans la fabrication de nos algos, on a différentes étapes. Hein. Et ce qui nous intéresse, c'est vraiment regarder ceux qui sont en production, même si tout ce qu'on a décrit, ça démarre au moment où on a l'idée de l'algo, où on peut lancer un projet de mise en œuvre. On commence le process, mais in fine, les évals que l'on va ensuite afficher, c'est celles qui sont relatives à ce qui est en prod, puisque parfois, ça ne va pas en prod. Donc, on n'affiche pas effectivement les scores qu'il y a au milieu. Et la démarche, c'est aussi, comme on disait, de se renforcer à chaque fois et de pouvoir démontrer. Notre objectif, c'est de réussir maintenant à aller vers une démonstration de ces évaluations. Donc, d'avoir un bon niveau de documentation, d'avoir de bons outils qui soient partagés entre les différents projets, les différentes IA que l'on a, pour effectivement être certain que les résultats sont robustes. Je pense qu'il y a un travers à pas avoir, c'est se dire, tiens, chaque data scientist peut appliquer ces formules pour dire qu'il gère son biais, qu'il gère sa discrimination, etc. Parce que il peut y avoir différents types de tests, mais en même temps, il faut qu'on arrive à le comprendre, l'encadrer et, si possible, les faire converger vers des méthodes qui soient équivalentes ou les mêmes, si on peut, pour effectivement ne pas avoir finalement d'erreurs d'interprétation parce qu'on aurait mis en place quelque chose qui est différent à gauche et à droite dans ce qui est réalisé. On a une autre question là de Yann Herlé qui vous demande, allez-vous vous faire certifier? Et si oui, par qui, à quel horizon? Voilà. On a effectivement ça en tête. Alors, pas encore qui. Par contre, quand on veut le faire maintenant assez vite, hein, puisqu'on a une belle expérience dans ce domaine, on va rapidement vouloir effectivement le partager, le montrer, faire en sorte, bien évidemment, qu'on soit un petit peu comme tout ce qui est recherché aujourd'hui autour de ça, dans un partage positif, pour permettre à tous les acteurs, tant chez nous qu'à l'extérieur, bien sûr, de profiter de ces expériences et puis vraiment de trouver les bonnes façons de faire pour pas que ce soit rédhibitoire, que ce soit trop cher, puis en même temps faire attention à ce que ce soit quand même suffisamment fort, avec suffisamment d'investissement pour pas laisser croire que on ferait bien, mais c'est très en surface. Donc attention, les algos, ça bouge beaucoup. C'est pas juste des suites très certaines. Donc on a besoin de surveiller, on a besoin de vérifier. Moi, je suis partisan de trouver le bon équilibre entre trop et trop peu, c'est-à-dire d'être trop en surface. Moi, j'ai une autre question. À un moment, vous parlez de sensibilisation, notamment des data scientists, j'imagine. Du coup, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui là-dessus concrètement? Enfin, comment ça se traduit concrètement? Et est-ce que aussi en termes de recrutement, par exemple, vous adaptez vos critères, tu vois, est-ce que vous exigez un peu des compétences sur ces sujets auprès des data scientists candidats, par exemple? Voilà. Globalement, une question sur les compétences et la sensibilisation. Alors, les sensibilisations, on les fait. Alors, on en a fait beaucoup au démarrage, avec vraiment des ateliers poussés pour que tous nos data scientists comprennent bien les enjeux. Aujourd'hui, ils les ont quand même pas mal intégrés. La sensibilisation, on la poursuit au travers d'une gouvernance des algos qui oblige chaque nouvel algo à venir nous voir.
Et donc, on a une checklist qui dit attention, quand vous commencez votre algo, voilà toutes les exigences qu'on va avoir. Vous êtes au courant. Et si vous ne savez pas comment faire, on a une communauté, bien évidemment, de data scientists, de chefs de projet data aussi, puisqu'ils sont porteurs de la bonne parole pour partager ce qui est fait, comment c'est fait, et essayer de le répliquer quand ça fait du sens. Puis on a aussi ce qu'on évoquait, le partage des résultats de ces évaluations et des plans d'action. Donc, quelque part, on les met sous tension sur toute la chaîne en disant attention, ce truc-là, tu ne l'as pas fait, ou ce truc-là, tu m'avais promis de le faire, mais tu ne l'as pas encore fait. Donc, on les maintient très éveillés par ce biais-là, qui est effectivement aujourd'hui, tout le monde attend les résultats. Donc, on présente tous les résultats aux différents data scientists, chefs de projet data, et aussi les parties prenantes métiers. C'est important que les consommateurs, in fine, de ce qu'on fabrique, soient aussi bien au courant de cette démarche-là et de ce que ça doit apporter. Ça nous permet effectivement d'avoir quelque chose qui, en tout cas, oblige les uns et les autres à être sur le sujet. Après, ça reste quand même quelque chose de jeune, donc on a encore plein de choses à faire pour être sûr que ça marche bien. Et puis, pour ajouter, il y a aussi un couple, en fait, un data scientist chez nous ne travaille jamais seul, il est accompagné sur ces projets d'un data product manager, qui lui n'est pas l'expert technique, mais est le garant en fait, de l'encadrement de la méthode, du lien avec le métier, du lien aussi avec le dispositif de gouvernance. Et donc, il est là aussi pour un peu être le poil à gratter auprès du data scientist. Et donc, ça se développe de plus en plus. Et nous, c'est notre relais au quotidien. Et puis, en termes on a quand même des équipes assez variées, diverses, que ce soit sexe féminin, sexe masculin, de cultures différentes. On a aussi beaucoup d'alternants, donc on explique aussi beaucoup. Ils doivent avoir cette fonction aussi d'expliquer. Et puis surtout, en fait, on les sensibilise régulièrement. Et il y a encore quelques temps, on avait des data scientists qui nous répondaient à la discrimination. Mais c'est normal de faire de la discrimination au sens statistique des choses. Et maintenant qui évoluent et qui ont compris en fait la démarche d'identification des biais, de la discrimination éventuelle. Donc voilà, effectivement, c'est un travail long, pas facile. Mais on arrive quand même à… Après, il y a des objectifs métiers, donc il ne faut pas non plus se cacher. Donc voilà, il faut essayer d'équilibrer, mais c'est quand même une sensibilisation qui progresse partout. Par contre, ça rejoint… Oui, pardon, Isaac. On n'a pas mis de critères au recrutement, mais on pourrait effectivement en discuter. Après, c'est vrai que la population des data scientists, on se rend compte que naturellement, ils sont quand même sensibles à ça. Après, ils ont besoin d'être accompagnés sur les méthodes. Et puis, il faut aussi leur laisser du temps, parce que c'est du temps en plus. Donc, c'est ces choses-là sur lesquelles on essaie de travailler en plus. Ok, donc ça rejoint une question que j'allais poser du coup, mais parce que ça représente quand même une contrainte, à minima une contrainte temporelle d'aller s'appliquer cette discipline en tant que data scientist. Et est-ce que cette contrainte avait été bien reçue par votre communauté d'experts techniques? Vous y avez répondu. Vis-à-vis alors vous avez parlé d'analyse des risques, de typologie de risques, globalement analyse des risques assez classique, auquel vous avez rajouté la partie risque IA de confiance. Par rapport à ce qui est défini aujourd'hui dans l'AI Act, comment vous vous projetez? Est-ce que vous avez fait l'exercice de mapper aujourd'hui les risques que vous avez définis versus ce qui est défini dans l'AI Act? Est-ce que vous êtes prêt pour cette transition? Je ne suis pas sûr qu'on soit complètement prêt, mais on a regardé les textes, on a fait ces mappings pour essayer de corréler les exigences d'IACT avec ce que l'on fait. Il y a beaucoup de corrélations, on n'a pas forcément encore tout en place, mais il y a beaucoup de corrélations. C'est vrai qu'après, il y a aussi des attentes peut-être plus techniques, pour être sûr qu'on va pouvoir démontrer que pour chaque algo qui a un niveau de risque élevé, est-ce qu'on a bien les résultats stockés quelque part? Est-ce qu'on s'est bien démontré finalement qu'on a suivi comme il fallait dans le temps ces dérives, ces biais, ces discriminations? C'est des choses sur lesquelles il faut qu'on travaille encore. Mais voilà, on est plutôt confiant. Après, c'est vrai qu'on n'est pas dans un secteur d'activité où on va avoir une foultitude de systèmes d'IA à haut risque. On est plutôt sur des choses assez classiques. Donc, le régulateur ne vise pas le monde de l'assurance en particulier comme du haut risque. Il doit être sur des exigences moyennes auxquelles on se prépare.
Une question là d'Apolline sur le temps, voilà, si vous savez un peu estimer les temps de documentation voilà, par rapport pour les data scientists, parce que du coup, ça fait une charge en plus, alors c'est ce que disait un peu Valentin aussi. Et peut-être aussi une deuxième question moi, que j'ai sur est-ce que vous avez déjà été amené à faire des arbitrages sur des usages vraiment entre efficacité et transparence? Est-ce que c'est déjà arrivé qu'il y ait eu des besoins dans votre gouvernance, tu vois, de faire ce type d'arbitrage ou pour l'instant, les cas sont relativement faibles? Non, on n'a pas eu ça. On a pas mal évangélisé le métier pour qu'ils comprennent pourquoi on fait une analyse de discrimination ou de biais. Alors, c'est sûr on a eu la chance dans ce qu'on a analysé de ne pas trouver de choses qui soient en déviation forte. Mais c'est vrai que la question, c'est effectivement, on a des résultats et après. C'est vrai que le et après, ça peut être très basique, c'est il n'y a rien de spécial, donc on passe à autre chose. Et puis le et après, ça peut effectivement être des choses à réaliser, mais on n'a pas été confronté à ça en particulier aujourd'hui. Alors on n'a pas non plus généralisé ces analyses de biais à tous les sujets, puisqu'ils ne s'y prêtent pas tous. Donc, c'est vrai que dans ce domaine-là, il y a sans doute encore un peu de travail. Maintenant, c'est sûr que quand on a un chatbot, qu'on regarde ce qui se passe, bon, ok, ça ne prête pas forcément à confusion. Pareil, sur des documentaires, on peut se poser la question, est-ce qu'on va vraiment détecter du biais? C'est peu probable. Donc voilà, il y a tous ces éléments-là sur lesquels on a avancé, mais on n'a pas eu de prise de décision forte dans ce domaine. Et puis sur la partie explicabilité, on essaye d'expliquer bien sûr les modèles. On arrive à donner de la lumière aux principales variables qui contribuent à ce modèle. Et on essaie de suivre que c'est stable dans le temps. Donc là aussi, on arrive à toucher du doigt les grosses variables qui font du sens pour le modèle. On n'est pas dans une lecture encore assez systématique et assez complète, mais on a des éléments qui nous aident à comprendre ce qui se passe et à être vigilant en disant tiens, c'est bizarre, telle variable elle ressort, vous métier, qu'est-ce que vous en pensez, ça vous paraît normal, pas normal? Donc, c'est ce genre de choses qu'on met en œuvre et qui nous aident à avancer. Dernière question sur le temps des data scientists. Sur les évals à proprement dit, c'est pas très lourd. Ça peut représenter au maximum une journée de travail dans l'année pour expliquer, présenter, ressortir les informations de l'année qui sont nécessaires. D'un point de vue de documentation, c'est un peu plus lourd. On n'a pas encore mesuré, mais probablement que tout au long du projet, il faut y passer 2 à 3 jours pour être sûr que la documentation, quand elle est là, elle répond bien à l'objectif de ce qu'on s'était fixé, donc probablement la travailler un petit peu. Et puis quand elle n'est pas là, se forcer à formaliser, à l'avoir à disposition. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on sait qu'il y a encore du travail. Et puis après, on a quand même un logiciel qui est utilisé par les data scientists qui est pas mal fait. Donc ça nous aide aussi en termes de cycle de vie, documentation des algos, d'avoir une matière qui est plutôt simple à réexploiter. Donc, quelqu'un qui vient regarder peut se mettre derrière l'outil et effectivement, avec l'explication du data scientist, savoir où on en est, ce qu'on a mis en prod, qu'est-ce qui a évolué, et puis comprendre les différents types d'algorithmes qui ont été mis en œuvre. Ok, merci. N'hésitez pas si vous avez des questions supplémentaires dans l'Assemblée pour Isaac et Flavien sur leur démarche. Je vais peut-être du coup reprendre la main sur la présentation. Donc il nous reste un dernier point à voir ensemble sur cinq dimensions. Alors on a listé 5, il peut y en avoir plus, mais qu'on estime globalement bien couvrir ce sujet d'IA durable et de confiance. Donc,
Une première dimension serait sur la partie confidentialité et sécurité, donc avec pour but de protéger les données des individus, qu'elles soient personnelles identifiantes ou non. Et là, on va être en mesure de mettre en place tout un ensemble de solutions et de bonnes pratiques. La première étant évidemment la conformité des usages d'IA envers le RGPD. Aujourd'hui, ça reste pour la plupart des traitements de données personnelles qui doivent être déclarés dans un registre, qui doivent être documentés. Si jugé comme traitement à risque, on doit éventuellement mener des DPA, donc des études d'impact sur la vie privée, avec une nécessité de documentation de ces usages-là. Pour la sécurisation, sur l'aspect privacy toujours, on peut imaginer également recourir à des données synthétiques qui respecteraient les distributions statistiques des jeux d'entraînement avec tout autant de la fausse donnée, c'est-à-dire des données qui ne représentent pas des vraies personnes physiques, pour avoir un entraînement un peu plus sécurisé de ces modèles. Sur la partie sécurisation de l'entraînement, on a tout un ensemble de concepts et de technologies qui sont aujourd'hui mises en place. Alors, ça reste des technologies avancées. On a beaucoup de documentation sur ces technos de la part des GAFAM qui les utilisent pas mal de cas d'usage. On peut penser à la privacy différentielle, ou differential privacy en anglais, qui est le fait d'aller introduire du bruit statistique dans les données d'entraînement, ou encore l'apprentissage distribué, fédéré, donc avec l'utilisation de datasets distribués pour contribuer à un modèle donné. Sur la partie confiance et transparence, on en a beaucoup parlé avec les travaux de Malakoff Humanis. On va retrouver les sujets d'explicabilité, donc comment on explique les décisions algorithmiques que prend un modèle. Alors, plusieurs niveaux d'explicabilité. On va avoir une explicabilité globale sur un modèle donné. Quelle est l'importance des features, donc des données en entrée vis-à-vis des prédictions en sortie. Mais on va également pouvoir s'intéresser aux explications individuelles, donc par exemple avec des frameworks comme Lime, qui permettent pour un cas donné d'aller performer du scénario, on va dire, what if, c'est-à-dire qu'on fait bouger des données en entrée et on constate l'éventuelle modification de la prédiction. Sur ce point-là, il y a la MAIF, qui est la Data Lab qui est très actif sur les sujets d'IA et d'IA éthique notamment, et qui a développé une super librairie qui s'appelle Chapache, et qui va en fait constituer un petit dashboard qui va venir se brancher sur un modèle et donner des informations sur les performances du modèle, les sujets d'explicabilité, que ce soit global ou local, et tout un ensemble de la protection éventuelle des variables protégées, tout un ensemble de features super intéressants. Et on a également le sujet de la robustesse, le sujet, on en a parlé, de la mesure de la performance. C'est pas parce qu'on a décidé qu'un algorithme était assez performant pour être mis en prod qu'il faut par la suite arrêter de superviser cette performance. Il peut y avoir des dérives de modèles, que ce soit dans les données d'entrée ou dans les dérives de concepts. Ça, c'est quelque chose vraiment à avoir en tête. Sur la partie non-discrimination, on a également pas mal évoqué avec Malakoff. Donc, avoir en tête qu'un algorithme peut être biaisé pour plusieurs raisons, du fait des biais cognitifs du data scientist, du fait des données historiquement biaisées qui ont été utilisées pour l'entraînement. Ces biais-là, il faut être en mesure de les identifier et de les réduire, voire de les atténuer. On va essayer, par exemple, de protéger des variables dites sensibles, comme le genre ou l'ethnicité, sans pour autant aller les retirer du modèle, puisque ça peut servir, pour le coup, certains usages, ça peut avoir de la pertinence dans certains usages, mais on va aller vérifier que leur impact n'est pas trop négatif pour les populations, soit sous-représentées, soit dites sensibles. Pour ça, on a des super outils. Chaque GAFAM y est allé de son outil. On va retrouver AI Fairness 360, qui est un outil mis à disposition par IBM, qui dispose d'un ensemble d'outils qui vont aller se brancher sur des modèles et vous permettre de développer des modèles plus justes et moins biaisés. Microsoft a également déployé Fairlearn, ils appellent ça, c'est un framework on va dire de release d'algorithmes
plus juste et moins biaisé. Sur la partie gouvernance, on va retrouver toute la nécessité de documentation, de logging dans un registre et de connaissance vraiment des usages des algorithmes, comme citait Flavien tout à l'heure. Pour ça, on va avoir en amont, par exemple, de la supervision de la qualité. C'est vrai qu'aujourd'hui, si on entraîne un algo avec des mauvaises données, on va potentiellement avoir des mauvais résultats. Il n'y a pas trop de surprises sur ça. Donc, des gros travaux à mener sur la qualité des données en amont. Et derrière, de manière un peu plus organisationnelle, aller se doter d'un référentiel, éventuellement des modèles d'IA déployés, mettre en place une comitologie autour de l'IA et des processus de validation comme ça a été fait chez Malakoff. Et en faire dernier point, alors qui n'est pas forcément abordé dans l'AI Act, et c'est dommage puisque aujourd'hui c'est parmi les plus grands challenges de notre ère, ça va être la partie environnementale et durabilité des pratiques. Aujourd'hui, il n'y a pas de secret, l'intelligence artificielle, ça consomme énormément d'énergie. On a des modèles, on en parlait au début, qui sont extrêmement gourmands, comme GPT-3, comme les modèles qui sont releasés par OpenAI. Ça rejoint l'impact global du numérique. Aujourd'hui, on estime l'impact carbone du numérique à 4% à peu près des émissions à gaz à effet de serre au niveau mondial, quasiment l'équivalent du transport aérien, uniquement sur la partie transport, c'est-à-dire run, pas sur la partie construction des différents avions. Donc ça pèse, c'est énorme, et aujourd'hui, il est nécessaire de pousser des bonnes pratiques relative au numérique durable appliqué à l'intelligence artificielle. On peut, par exemple, imaginer d'aller se sourcer chez des providers de cloud qui, en tout cas, annoncent se sourcer en énergie verte, en tout cas en énergie renouvelable. On peut également rapprocher les calculs, ou en tout cas s'assurer que les calculs sont effectués dans des pays avec des mix énergétiques peu carbonés. La France en est un, l'Allemagne beaucoup moins, à titre d'exemple. On peut également remettre en cause l'usage du deep learning. C'est vrai que le deep learning, c'est des technologies qui sont très puissantes. Pour autant, c'est des technologies qui sont également très consommatrices d'énergie et de données. C'est souvent corrélé. Voilà, la pertinence de ces usages-là est toujours à remettre en cause et toujours à challenger. Voilà quelques pistes sur ces 5 dimensions. Je ne sais pas si vous avez des questions ou si vous avez des choses à partager sur ce sujet-là. Pas de questions dans le chat pour l'instant. Mais... Alors moi, j'avais une question du coup pour l'Assemblée. Je ne sais pas qui pourrait répondre ou qui sera motivé pour répondre. C'est par rapport à ce qu'on a vu des travaux de Malakoff Humanis. Moi, je trouvais ça intéressant de voir si parmi vous, vous aviez déjà lancé au sein de vos organisations respectives ce genre de travaux, ou à minima ce genre de réflexion, ce genre de sensibilisation. Et si oui, et si évidemment ce n'est pas confidentiel, où est-ce que vous en êtes, quelles sont vos prochaines étapes par rapport à l'AI Act, comment vous vous positionnez? Je ne sais pas si vous souhaitez partager sur ce sujet. Moi, je peux dire un truc. Oui. Donc, je suis Yann Herlé-Leroux, je travaille à la Mutuelle Générale. Donc, nous, on a bien avancé nos travaux. On est bien au courant du projet AI Act depuis près de 2 ans maintenant. Et on a lancé une démarche de certification, enfin une pré-démarche, on va dire. Dans un premier temps, on a fait un run à blanc pour évaluer nos pratiques sur une grille qui pourrait être une grille de certification lorsque la loi sera votée. Et donc, on a travaillé avec le laboratoire national de métrologie et d'essai, le LNE. Et donc, eux, ils ont une grille sur 100 points. Et donc, on a récolté pour l'instant 60 points. Et ils estiment que la certification est presque sûre quand on atteint 75 points.
Donc, ils nous ont adressé une liste de recommandations. Et donc, ça, c'était l'an dernier. Et donc, cette année, nos travaux consistent à passer de ces 60 points à ces 75 points pour être éligible à la certification. Et donc, quand on aura estimé qu'on aura fait les travaux nécessaires pour atteindre ces fameux points, eh bien, on va demander qu'ils reviennent afin d'envisager une certification à horizon probablement fin 2023. Ok, c'est super intéressant. Et alors, je connais pas bien pour le coup le label du LA2. Est-ce qu'il couvre toutes les dimensions qu'on a pu lister Ah oui, ici? non, Moi, mais c'est complètement raccord. Hein. Ils ouais, suivent à la lettre l'AI Act. Ils ont leur propre grille, mais c'est basé effectivement sur toute l'histoire des risques et des actions à réaliser pour être conforme, en tout cas pour utiliser des IA dites de confiance pour servir au mieux nos clients et les protéger. Donc, en d'accord. tout cas, pour le coup, là, on leur fait complètement confiance. Ils ont l'air Oui, bah, c'est sûr. experts de la chose. Donc, c'est un peu eux qui nous guident. Et alors, pourquoi on les a choisis eux? Bon, c'est arrivé un peu par hasard. Je pense qu'il y a d'autres organismes de certifiants. Pour l'instant, on est à l'aise avec eux. Ok, c'est intéressant. Et du coup, les travaux, alors, ils ont été initiés par qui chez vous en interne? C'est venu par quelle typologie d'acteurs, cette nécessité d'aller se certifier et en tout cas de travailler sur ce genre de sujet? En fait, c'est nous, l'équipe Data IA, qui, ayant conscience de cette évolution de réglementation, ayant aussi vu ce qui s'est passé avec RGPD en 2018, on a préféré anticiper et pas se retrouver nez dans le guidon au moment où la loi allait passer. Donc, on a préféré anticiper. Donc, on a fait appel à un cabinet d'experts qui accompagnait le LN. Ok, et ça a été bien reçu par les populations techniques. Alors, c'est vrai qu'on peut présenter ça comme une surcharge, mais ça reste quand même une opportunité de faire les choses bien, hein. Mais voilà, est-ce que c'est... Ça peut être pris comme une surcharge, mais en vérité, comme ça donne du cadre, finalement, à la fin des fins, on gagne du temps. Oui, c'est sûr. C'est un peu comme RGPD. RGPD, ça empêche pas de faire, ça empêche de faire certains trucs, mais d'une manière générale, c'est juste donner un cadre à ce qu'on fait. Ici, c'est un peu pareil. On dit, voilà, on crée des IA, on les met à disposition de nos métiers pour servir nos clients. Eh bien, on donne du cadre à ces IA pour s'assurer qu'on n'est pas en train de faire n'importe quoi et qu'on a bien pris en tête, on a bien en tête les éléments qui nous permettent d'assurer à la fois la protection et le service auprès de nos clients finaux. Et sur la partie, alors c'est vrai un peu oublié finalement de l'AI Act, sur la partie Ouais, sur la partie durabilité, green, mesure carbone, c'est des ouais, travaux que vous avez engagés? oui, on a des initiatives parallèles pilotées par la RSE de l'entreprise qui a donc calculé l'impact carbone au niveau global entreprise et qui nous a demandé effectivement un focus, parce qu'eux aussi ont eu vent de ce qui se passe en ce moment, quoi. Et donc, nous ont demandé de faire un focus pour qu'on soit attentif à calculer, être en mesure de calculer et restituer l'impact de nos IA. Et donc, nous demander en creux, le cas typique, c'est un apprentissage profond sur un cas d'usage qui nécessite d'aller assez loin, d'évaluer la performance et de se demander si on n'est pas capable de faire aussi bien ou en vérité un tout petit peu moins bien avec une techno qui est beaucoup moins gourmande. Ah, c'est intéressant. Typiquement, par exemple, on avait un cas d'usage, donc les data scientists sont partis billes en tête avec du deep
Très bien, ok, ils s'amusent 2 minutes. Et en vérité, sur un jeu d'apprentissage, moi, j'ai demandé à quelqu'un de regarder si, avec un arbre de décision assez basique, de combien l'accuracy diminuait. J'avais un cas, donc on était avec du deep sur une performance à 94% d'accuracy. Et en fait, avec un arbre de décision, on était à 92,5. Donc, on a perdu 1,5 point d'accuracy, mais en vérité, on a divisé par 1000 l'impact carbone. Ah, c'est super intéressant. Et ça l'impact carbone, vous Et- le calculez, vous prenez les données que vous fournissent les providers cloud, vous avez Ouais, des petits alors modules de calcul? c'est pas hyper satisfaisant. On est en train d'essayer de construire des ABAC avec un partenaire. C'est pas encore totalement abouti. Les données des providers, c'est pas. Je pense pas qu'on puisse simplement se baser là-dessus pour avoir un truc fair et raccord avec ce que la RSE nous demande. Alors, il y a 2 outils qui sont sympas pour cette application-là, qui vont être Code Carbone et ML Ouais. CO2 Counter, qui sont super. Je ne sais pas si vous les connaissez, si vous avez essayé de Oui, les j'ai utiliser. entendu parler. Ouais, ça marche très très bien dans ce cadre-là et ça cible bien pour le coup les phases d'entraînement des différents modèles. Ok, en tout cas, merci beaucoup pour le partage. C'était super intéressant. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut partager sur les pratiques. Il nous reste 8 minutes au compteur. Moi, j'ai plus grand-chose à raconter, donc n'hésitez pas si vous avez des remarques ou même des questions supplémentaires à faire passer. Ok, bon, j'ai l'impression qu'on a des questions. Du coup, si ça vous convient, je vais clôturer ces webinars. Du coup, je vous remercie à tous pour votre participation. Merci beaucoup à Isaac et Flavien de s'être rendus disponibles à la fois pour l'exercice de la vidéo, qui n'est pas un exercice simple, on se l'accorde, et puis d'être présent aujourd'hui dans les locaux de Rhapsody pour répondre aux questions. Merci à tous les participants et puis à l'équipe de Rhapsody très nombreuse qui a participé à l'élaboration de ce webinaire. Voilà, merci pour votre aide précieuse. Et Sana, je te laisse le mot de la fin. Merci Valentin. Merci à tous. Très belle fin de journée. À bientôt pour d'autres webinaires de Rhapsody Conseil. Au revoir tout le monde. Merci. Merci, au revoir.